reçois aujourd'hui à Agalma Vincent Kaufmann, qui est professeur à l'Université de Saint-Gall, professeur dans le champ des médias et de la culture. Vincent Kaufmann, au fond, aujourd'hui, le monde change plus vite qu'on est capable de le voir changer. Ça, c'est quelque chose qui me frappe à la lecture de La faute à Mallarmé, l'aventure de la théorie littéraire, qui a été publié récemment au Seuil, et dont, pour moi, c'est le point de départ de cet échange. Et ça m'a frappé que la culture littéraire était en pleine métamorphose actuellement. Oui, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. La culture littéraire change et sans doute que souvent elle change sans vraiment s'en rendre compte. On pourrait donc presque parler dans cette perspective d'une espèce d'inconscient médiatique. Nous ne savons pas forcément ce que nous faisons, ou plus exactement, nous ne savons pas dans quelle mesure ce que nous faisons est déterminé par des technologies, par des dispositifs médiatiques spécifiques. Et dans le cas de la culture littéraire, je crois qu'elle a beaucoup changé depuis peut-être 20-30 ans, dans la mesure où nous avons basculé d'abord dans ce que certains théoriciens appellent la vidéosphère, c'est-à-dire un dispositif médiatique dominé par les médias audiovisuels, impliquant une économie de la visibilité, une économie de l'attention. Et puis plus récemment, bien entendu, on a basculé maintenant dans le numérique, dans de nouvelles technologies de communication qui, immanquablement, sont en train de changer également la nature même de la culture littéraire. Mais ça veut dire au fond qu'on est dans un nouveau rapport entre l'image et l'écrit. Enfin, l'écrit serait transformé par l'image. Oui, tout dépend un petit peu de ce qu'on appelle l'image. Je parlerais plutôt de visibilité. L'écrit est transformé par le fait que la littérature prend place dans une économie de la visibilité, qu'un auteur aujourd'hui est dans une situation où il doit participer d'une manière ou d'une autre à une économie de la visibilité. Je ne suis pas sûr que ce soit encore possible de jouer, par exemple, la carte de l'avant-garde, comme ça a été possible jusque peut-être dans les années 70-80, où précisément on pouvait jouer la carte de l'invisibilité, la carte du retrait, une sorte de carte anti-spectaculaire. Je ne suis pas sûr que ce soit encore possible aujourd'hui. Donc, on est dans un champ où il faut jouer moins la carte de l'image que la carte de la visibilité. Un auteur doit être visible et ça change beaucoup de choses. Alors, quelle est la différence entre parce que là, c'est un point très intéressant. J'ai dit image et vous dites visibilité. Hein, c'est-à-dire que c'est une position différente quant au regard, quoi. Il faut se mettre dans le champ du regard de l'autre. Ce qui est différent que de dire que ça a un rapport avec l'image. Exactement. Je crois que le rapport à l'image pour l'écrivain, en tant que tel, c'est pas vraiment quelque chose de neuf. Il y a un rapport à son image chez Proust, chez n'importe quel autre écrivain. Le rapport à la visibilité, c'est effectivement le rapport au regard de l'autre, et un regard qui vous demande tout d'abord qu'est-ce que vous faites là, au nom de quoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour être visible. Moi, ce qui me frappe dans cette espèce d'économie de la visibilité dans laquelle l'écrivain est aujourd'hui obligé d'entrer, c'est que la visibilité, elle a un prix. Et il faut payer le prix pour être visible, parce que c'est aussi un principe d'exclusivité. Vous êtes toujours visible aux dépens de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui en fait l'intérêt. Si tout le monde pouvait être visible, ça serait sans intérêt. L'intérêt, c'est que, étant visible, je le suis à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, il y a un prix à payer pour être visible. Et je crois que c'est cette situation qui change, en tout cas en partie, la nature du champ littéraire aujourd'hui, parce que
concrètement, les contenus, ce que l'écrivain va dire, va écrire, va être déterminé par cette nécessité de payer le prix, de payer de sa personne. C'est ce qui fait que, par exemple, on aura quantité de romans ou de textes aujourd'hui qui jouent la carte de l'intimité révélée. Une façon très simple de payer le prix, c'est de raconter sa sexualité, à condition qu'elle soit assez extrême pour être plus intéressante que celle des autres. Ou bien dans d'autres registres qui sont d'ailleurs combinables. Finalement, la pornographie, c'est l'intersection de la sexualité et de l'humiliation. On aura justement l'humiliation. C'est une façon de payer le prix, accepter d'être humilié en racontant des choses humiliantes, comme d'ailleurs dans les émissions de télé-réalité, les gens sont prêts à subir les pires humiliations juste pour être là une semaine de plus. Je bouffe des vers de terre, des scorpions, etc., juste pour tenir le coup encore une semaine. Je pense qu'il y a des équivalents de ça au niveau de la littérature aujourd'hui. Si vous prenez quelqu'un comme Christine Angot, elle combine magnifiquement précisément le dévoilement de l'intimité avec l'humiliation. Elle raconte, je crois maintenant on en est à la 3e version, l'inceste que son père lui a fait subir, de façon d'ailleurs de plus en plus violente. La dernière version, là, Une semaine de vacances, c'est un livre d'une incroyable violence parce que elle est muette dans ce livre. C'est raconté à la 3e personne, donc ça lui arrive du début à la fin sans qu'il n'y ait jamais aucun je qui soit en situation de protester ou seulement de commenter ce qui lui arrive. La question justement de l'écrit et de l'image et de tout ce qui est image, vidéo, les nouvelles technologies, j'aimerais peut-être juste changer un instant de registre et se mettre par rapport à l'écrivain, au lecteur, dans le sens que, ou le spectateur, en lisant un texte, on crée une représentation de ce qui est décrit et elle est absolument, évidemment, unique à chacun. On le voit très bien d'ailleurs quand, par exemple, on passe d'un roman, ensuite quand il est mis au cinéma, on s'était fait une image des lieux, des personnes, et puis en fait, on les voit au cinéma. Puis alors souvent d'ailleurs, on est plutôt déçu, c'est pas toujours le cas, mais quand même plutôt souvent, parce que justement, on s'était approprié d'une image qu'on avait construite, et puis là, on fournit une image qui est celle produite par le cinéaste et les acteurs. Alors, est-ce que c'est quand même un changement très important, l'arrivée du cinéma, du visuel, par rapport à la, entre guillemets, littérature, dans le sens où on raconte une histoire, on défend un thème, etc., etc. Et du point de vue même pris du côté neurobiologique, du fonctionnement cérébral, c'est quand même 2 modes d'activation. On a un côté purement visuel et ensuite évocateur, créer des représentations. Et dans le visuel pur, eh bien, la représentation, elle est déjà offerte en grande partie. On peut évidemment après l'élaborer. Et je me demandais comment vous voyez, comme on parlait d'évolution justement de la culture littéraire, de l'écrit au visuel. Qu'est-ce que cela vous évoque, ce point de vue du neurobiologiste qui voit d'un côté une grande liberté d'interprétation, de création, de représentation, et puis de l'autre côté, quand même, les limites plus fortes? Oui, je crois que c'est tout à fait essentiel, cette question-là, et très complexe. Je crois que c'est sans doute l'essence de la culture littéraire, elle est dans cette espèce d'espace dans lequel nous sommes plongés en lisant, où on va imaginer soi-même des choses. C'est sans doute l'espace dans lequel se constitue finalement quelque chose comme la subjectivité, ou en tout cas c'est un espace qui sans doute historiquement aura énormément
contribuer à formater notre subjectivité telle que nous la percevons, telle que nous l'entendons aujourd'hui. On peut très bien faire l'hypothèse qu'il y a finalement des époques dans lesquelles ce que nous percevons comme subjectivité, cette capacité d'imaginer, d'interpréter, ça n'existe tout simplement pas. Moi, je suis toujours frappé, par exemple, dans certains séminaires, dans certains cours, par les contacts avec des étudiants étrangers, notamment asiatiques. Il faut pas mal de temps pour qu'ils osent simplement interpréter un texte, pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose de possible. Ils n'y ont tout simplement jamais pensé, pour certains d'entre eux. Et ça, c'est une situation très intéressante où, là, c'est moins maintenant quelque chose de directement lié à l'émergence de nouveaux médias, des médias visuels, que simplement des différences culturelles, où on se rend compte que justement, ce que nous entendons par subjectivité est déterminé, ou en tout cas aussi déterminé par des pratiques de lecture qui, pour nous, vont de soi, mais qui ne le sont peut-être pas du tout. Et bien entendu, quand on passe ensuite à une culture visuelle, ça change. Et je crois qu'il faut la prendre dans ce qu'elle aurait de plus extrême. On pourrait très bien aujourd'hui analyser l'ensemble de ce qui est produit par Hollywood, notamment le cinéma hollywoodien, comme étant une machine à provoquer des réactions aussi immédiates que possible, où on n'est plus du tout justement dans la constitution de cet espace intime où se crée, où va se constituer la subjectivité. Hollywood, concrètement, aujourd'hui, c'est des trucs pour nous faire peur, pour nous faire pleurer, pour nous faire rire, pour nous faire bander. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais on est dans ce genre de produit. Alors qu'avec l'écrit, avec la culture littéraire, il y a cet espace intime où c'est nous qui allons reconstituer les choses à partir de mots, les imaginer, les interpréter et en quelque sorte affiner notre subjectivité par la lecture, comme d'ailleurs par l'écriture. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que évidemment, tous les médias, tous les dispositifs culturels, ils sont connectés, ils interagissent, et ça, c'est une des choses qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de voir qu'il arrive que du côté de la littérature, on abandonne cette espèce d'espace de fiction, fondamentalement. Que la littérature elle-même devienne aussi une espèce de machine avec des textes qui ne vont plus être là pour qu'on les interprète, mais, si je peux dire les choses comme ça, pour qu'on se les ramasse en pleine gueule, avec une espèce d'effet d'authenticité. J'ai beaucoup travaillé sur Debord et donc sur la notion de spectacle, de société du spectacle. Et bon, il l'a toujours défini de façon très complexe, avec toute la tradition marxiste là derrière. Je crois qu'on pourrait définir le spectacle très simplement en disant le spectacle, il faut le voir pour y croire. Donc il y a une sorte de complicité entre le visible et l'authentique. C'est-à-dire le spectacle déteste la fiction. C'est le contraire de la fiction. C'est un univers qui ne tient que parce qu'on y croit. Donc il y a des effets d'authenticité qui sont continuellement produits dans cette culture sacrificielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut alors parler à ce propos d'un statut complètement différent de la représentation? Enfin, finalement, ce que vous décrivez, c'est la présentation plutôt que la représentation ou la re-représentation. En psychanalyse, on définit même le représentant de la représentation. On est dans un monde de représentation construite, imbriquée, qui
explique secondairement une intimité, même un insu, un inconscient. Là, on est vraiment dans l'action-réaction, enfin, dans quelque chose qui s'impose directement. Donc finalement, une sorte d'éclatement de la représentation. Exactement, c'est-à-dire qu'on est bien sûr dans des ordres qui sont des ordres de la représentation, mais de représentation qui tendent vers la présentation, qui doivent intégrer d'une manière ou d'une autre des effets d'authenticité, quelque chose qui se passe ici et maintenant. Hein. C'est certainement ce qui est en jeu dans quasiment n'importe quelle émission de télé-réalité, où vous avez toujours ces moments où, même si c'est, comme on dit, de la scripted reality, il y a des effets d'authenticité. Le type qui avale son scorpion, ça a beau être scripted, il le fait. Hein. Et c'est ces moments-là qui authentifient l'ensemble du dispositif. Et on a en littérature une évolution du même type qui va vers la présentation ou vers une... Je ne sais pas trop comment décrire ça, mais une sorte d'atrophie de la représentation et de la fiction. Mais alors, au fond, c'est une question par rapport à... On peut dire que c'est une sorte de culture du traumatisme ou une culture traumatique. Oui. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est quelque chose qui fait effraction, où justement on manque de représentation. Lacan parlait du traumatisme, c'est-à-dire comme un trou dans les représentations. Et aujourd'hui, c'est aussi le monde contemporain des technologies. Moi, je m'intéresse beaucoup aux biotechnologies. Les biotechnologies, par exemple les biotechnologies de procréation, créent un monde nouveau, sidérant, dont personne ne sait ce que c'est. C'est-à-dire c'est des techniques qui viennent de la science, mais qui produisent un non-savoir absolu, donc une absence de représentation. Une absence de représentation. Donc au fond, on serait dans un monde où c'est pas seulement dans la littérature ou dans les médias, mais au fond dans un rapport contemporain à une sorte d'éclatement de la représentation, qui est aussi produit par la science, par les effets des technologies. Exactement. Alors, une hypothèse qu'on peut peut-être faire, c'est que cet éclatement dont vous parlez, le fait qu'il y a justement des choses qu'on n'arrive plus à se représenter, notamment parce que les sciences vont trop vite, ou qu'on ne comprend pas ce qui est en jeu, ou que ça nous échappe, ça produit peut-être par réaction une situation dans laquelle on n'aime plus tant la fiction, on n'a plus envie d'avoir affaire à de la fiction, on a envie d'avoir affaire à de l'authentique qu'on comprend comme tel aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que j'ai l'impression que la fiction est devenue une sorte de suspect. Soit on n'en veut plus, soit il faut que ce soit de la fiction-fiction. Alors c'est le cas de toutes ces sagas aujourd'hui qui se passent dans des pays et des temps imaginaires, style Game of Thrones par exemple. Hein. Ça, oui, mais c'est le fait que la fiction pourrait avoir quelque chose à voir avec la réalité et dire quelque chose. C'est finalement la part de vérité de la fiction qui fait problème. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est lié à ce que vous évoquez, à savoir cette difficulté de se représenter un certain nombre de choses. Voilà, une difficulté à se représenter et une dimension traumatique qui nécessite peut-être paradoxalement... Enfin, c'est un moment de suspension où il faut créer des nouvelles fictions, parce qu'en fait, la représentation est en retard sur l'évolution des sciences et des technologies plutôt, des technologies qui fonctionnent toutes seules, à toute vitesse, et au fond, sans que ça puisse être pris dans une fiction. Ou alors on veut du traumatique brut. Hein. Je pense à un exemple à cause de ce que vous dites du traumatisme, du traumatisme. C'est la fameuse polémique qui a eu lieu il y a quelques années entre Camille Laurent et Marie Darrieussecq. Hein. Camille Laurent écrit un récit autobiographique intitulé Philippe sur la mort de son enfant, mort-né. Hein.
ce qui est, à mon avis, très représentatif d'un certain type de littérature contemporaine. Et quelques années plus tard, Marie Darrieussecq écrit une fiction intitulée « Tom est mort » sur la mort d'un enfant de 6 ans. C'est une fiction. Jusqu'à nouvel avis, Marie Darrieussecq n'a pas d'enfant. Donc même si c'est un récit à la première personne, c'est clairement une fiction. Elle est d'ailleurs psychanalyste, ce n'est pas tout à fait par hasard. Et Camille Laurent accuse Marie Darrieussecq de plagiat psychique, avec une argumentation qui peut paraître un peu étrange, qui est qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de cet ordre-là. Ça n'est possible que si ça vous est arrivé. De raconter la mort d'un enfant. Et donc, si Marie Darrieussecq raconte la mort d'un enfant, puisqu'elle ne l'a pas vécu, c'est qu'elle l'a volé. C'est ça l'argumentation de Camille Laurent. Ça nous paraît à nous assez fou, mais Camille Laurent n'est pas du tout folle. Et donc, c'est une argumentation qui, en termes, disons, de contexte littéraire, avait une certaine crédibilité, même si son éditeur, qui est le même que celui de Marie Darrieussecq, l'a mise à la porte. Il y avait comme une sorte de crédibilité dans l'argumentation de Camille Laurent, et c'est cette crédibilité qui moi, m'interpelle. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on va peut-être dire que quelqu'un qui imagine la mort d'un enfant, c'est une fiction suspecte. Il y a quelque chose de pas normal à s'imaginer ça. Mais vraiment pour cette question, on revient vraiment, moi ça me frappe beaucoup cette atrophie, comme vous avez dit, de la représentation. C'est vraiment, je crois, un excellent terme, mais qui est assez inquiétant, parce que, je veux dire, au niveau social, au niveau individuel, bien sûr, mais comme vous dites, c'est un phénomène qui va aussi atrophier la subjectivité. Et donc, peut-être... et peut-être c'est pas par hasard qu'on voit actuellement aussi des mouvements idéologiques qui attirent des personnes, enfin que ce soit la religion, le racisme, enfin quel qu'il soit, parce que justement le danger, il me semble, de cette perte, de cette atrophie de la possibilité de représentation, c'est aussi une atrophie de la subjectivité, et ce qui est extraordinairement dangereux dans une société. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a une sorte d'enchaînement. Il y a atrophie de la représentation, atrophie de la fiction, atrophie de la langue, atrophie du style. Imaginez Proust débarquant avec La recherche du temps perdu chez Gallimard ou Grasset aujourd'hui, mais on lui renverrait son manuscrit en 3 semaines ou moins, et en lui demandant de payer le port. Je veux dire, des phrases de demi-page ou d'une page entière, ça ne passe pas. Première chose qu'on dit à un auteur, soyez simple, soyez naturel. C'est un autre concept qu'on pourrait suivre aujourd'hui, l'authenticité, le naturel. Oui, l'authenticité, le naturel, donc sur cette base d'atrophie de la représentation, oui. des représentations ou des présentations de synthèse, parce que c'est vrai que dans les mouvements politiques actuels, terroristes, enfin, religieux, on a comme des greffes d'identité, des greffes de représentation, qui ne sont pas des représentations, qui ne sont pas pris dans ce travail de l'intimité, de la subjectivité, finalement de la recréation symbolique par chacun, à chacun son cerveau, à chacun sa singularité. Là, c'est au contraire du pour tous. Et puis c'est amplifié par les médias qui vraiment boivent du petit lait de ces synthèses, parce que ça permet de passer des informations simplifiées, immédiates, non élaborées et même élaborables. Par les médias. Et les médias en sont aussi à l'origine, puisque tout ça est sans doute lié comme condition de possibilité médiatique au fait que la culture audiovisuelle, justement, est dominante. Donc on en arrive à l'hypothèse, finalement, que
nous connaissons comme subjectivité aura peut-être duré le temps qu'a duré la culture de l'imprimé, c'est-à-dire 500 ans. C'est une question qu'on peut se poser. Ça a commencé avec Montaigne, ça a commencé avec l'imprimé au XVe, XVIe siècle, et ça se termine peut-être au début du XXIe siècle avec le télévisuel et les réseaux sociaux. Et le numérique à ce moment-là, qui en fait vient... Parce que justement, ma question enfin, dans cet enchaînement, c'était de se dire finalement, c'est peut-être simplifié, mais quelle est la cause et la conséquence? Je veux dire, est-ce que c'est l'avancée technologique, c'est-à-dire le développement de l'audiovisuel, des médias sociaux, enfin tout ce dont on parle par opposition, ou en tout cas à l'écrit, et puis c'est ça qui a vraiment créé cette situation, ou est-ce que c'est indépendant et que c'est peut-être un moment historique où de toute façon il y aurait eu une atrophie de la subjectivité? Très difficile de répondre ici parce que je crois que quand on raisonne sur ces déterminations entre médias et culture, il faut précisément éviter le déterminisme. Ça va toujours dans les deux sens. Il n'y a pas une sorte de fatalité ou de déterminisme par les médias. Ce qu'on peut dire sans doute, c'est que quand une technologie apparaît, on s'en sert simplement. On va l'utiliser pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou autrement, et ça va complètement changer les pratiques dans un certain nombre de cas. Absolument, on peut se dire que ce n'est pas déterminé, ce n'est pas diachronique, c'est des changements en simultanéité dans différents champs. Et en vous entendant, je me dis, pour maintenant venir à nos énigmes partagées, je me dis, mais au fond, bon, le débat aujourd'hui dans les neurosciences avec la psychanalyse, tel qu'on l'a inscrit avec Pierre Magistretti, c'est autour de la plasticité. La plasticité, c'est l'inscription de l'expérience dans le réseau neuronal. C'est une métaphore plastique, au sens presque des arts plastiques, presque visuels, avec un développement aussi des neurosciences dans l'exploration clinique qui joue aussi beaucoup sur l'imagerie, n'est-ce pas? Alors que la psychanalyse est issue d'un monde qui était plutôt une métaphore graphique de l'inscription, de la trace. Enfin, les deux se touchent, parce que la plasticité, c'est l'inscription de la trace, mais enfin, la plasticité met en jeu la forme, alors que les métaphores classiques, freudiennes, mettaient en jeu l'inscription, voire l'écriture, la lettre, comme Lacan avait repris aussi la notion de la trace chez Freud. C'est étonnant ce déplacement, ça fait regarder totalement différemment la plasticité. Alors ça, c'est d'autres questions passionnantes et très complexes. Effectivement, on peut faire l'hypothèse que tout le dispositif psychanalytique est pris dans cette culture de l'écrit. Ces modèles sont des modèles liés à l'écrit, le bloc magique, etc. À un autre niveau, d'ailleurs, si on prend l'histoire de la psychanalyse, elle est inséparable quand même d'une énorme production d'écrits. La psychanalyse n'a cessé de s'instituer en produisant de l'écrit, des textes, des théories. Je me souviens, je ne sais pas si c'est vraiment encore le cas aujourd'hui, mais il y a peut-être 20 ou 30 ans, on disait qu'un bon analyste était nécessairement aussi un théoricien, c'est-à-dire quelqu'un qui écrivait des livres comme pour se légitimer. Dans les librairies, il y avait une grande table d'ouvrages psychanalytiques partout. Donc, je dirais du début à la fin, enfin, même si ça continue aujourd'hui, il y a eu... on peut clairement se dire que la psychanalyse participe de cette culture de l'imprimé. Ces modèles viennent de là, même si chez Lacan, il y a déjà aussi toute la cybernétique qui est impliquée dans la définition, la redéfinition notamment de l'automatisme, de l'inconscient. Alors là aussi, c'est intéressant de voir que vous évoquez maintenant d'autres modèles
quand on parle de plasticité, c'est peut-être, ça veut dire que peut-être même les sciences sont déterminées dans leur modèle par ces évolutions médiatiques, et qu'il y a clairement aujourd'hui une espèce de glissement vers le visuel. Oui, c'est-à-dire d'une culture de l'écrit et de la temporalité et de la représentation, on va vers une culture de l'image, de la forme, de la visibilité comme authenticité et de l'immédiateté, oui. Hein, parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, c'est une pente, un risque. Je laisse peut-être Pierre Magistretti en dire plus, mais enfin, on pourrait se dire qu'il y a un risque de néophrénologie, enfin, d'un statut prévalent du visible comme authentique dans la démarche de la preuve scientifique. Mais il y a un autre point qui est lié à la conséquence de cette technologie du visuel et du digital. C'est non seulement tout ce qu'on vient de dire, mais en plus, il y a une dimension, je dirais, temporelle, dans le sens que quand on lit un texte, on lit un mot à la fois, a priori, ensuite une ligne, ensuite un paragraphe. Enfin, c'est quelque chose de séquentiel. Et après, il y a justement tout cet effet de représentation. Aujourd'hui, dans ce monde visuel, on est essentiellement, en plus, bombardé en permanence d'images. Les gens, vous allez dans le train, ils sont en train du streaming, ils regardent des vidéos, le téléjournal, même le téléjournal ou les nouvelles ont, peut-être pas en Suisse, mais dans les CNN et d'autres médias, il y a plusieurs écrans en même temps, il y a même du texte qui défile. Enfin, donc on est dans un monde, et les gens se promènent avec toujours des écouteurs pratiquement dans la rue, donc on est online en permanence, on est bombardé d'informations, et c'est quelque chose qu'on a souvent discuté. En fait, notre cerveau est rarement offline, c'est-à-dire le temps d'avoir absorbé une information, ensuite, pour parler simplement, de la décanter, de l'élaborer, probablement pour créer des représentations. Donc non seulement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a par l'immédiateté du visuel et cette réalité, il n'y a plus même la possibilité d'élaborer des représentations, mais il n'y a même plus le temps de le faire, vu qu'on est en permanence online, plus ou moins. Et il se trouve que notre cerveau a tout un mode de fonctionnement. Certaines régions, en fait, sont beaucoup plus actives lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on n'est pas stimulé visuellement, de manière auditive. On appelle ça le default mode, le mode par défaut. Et en fait, ces régions deviennent moins actives quand on est branché sur une modalité, on fait un acte ou on écoute quelque chose. Et finalement, par le fait qu'on est tout le temps online, ce mode par défaut, probablement, est hypotrophié, en tout cas moins sollicité. Donc tout ça contribue à créer de moins en moins de représentations et donc de subjectivité, ce qui est quand même inquiétant. Ce qui me semble très important dans ce que vous venez de dire, c'est ce que vous avez dit au début sur le temps, sur la disparition de la dimension temps, de la temporalité dans nos façons de percevoir, en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut évidemment constater avec le multitasking médiatique aujourd'hui, mais il contamine aussi la lecture elle-même très souvent. Et on peut le percevoir à deux niveaux. D'abord au niveau de ce qu'on appelle la recherche, hein, dans les études littéraires. Le fin du fin aujourd'hui, c'est bien entendu de travailler à partir des hypertextes, ce qui veut dire que on casse la successivité de la lecture. On ne lit plus un roman ou un texte pour l'interpréter à partir de son début, de sa fin, une histoire, un scénario, mais on va
à tout moment se référer à autre chose, à des variantes, à des influences. Donc on ne considère le texte plus que comme une version d'un hypertexte de plus en plus énorme, hein, et donc on passe implicitement à une lecture de type tabulaire. Hein. Autre symptôme de la lecture tabulaire, c'est que à propos de tout, vous avez des dictionnaires aujourd'hui. On fait des dictionnaires à propos de tout et de n'importe quoi. Donc on est dans cette espèce d'encyclopédisme généralisé ou de link en link. Hein, on barbote dans le savoir, en fait. Hein, et on ne prend plus le temps, la peine de constituer une succession, une diachronie. Hein, alors que le travail de l'herméneute, de l'interprète des textes, il n'est possible que si on considère une succession dans un roman, une succession d'événements, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît complètement de nos radars. Un autre niveau, ce qui me frappe aussi, c'est dans toutes ces discussions sur est-ce que les e-books, les tablettes vont remplacer les livres, etc. C'est des débats qui agitent beaucoup les milieux du livre. Une chose est sûre, c'est que en lisant à l'écran ou en lisant sur une tablette, on ne lit absolument pas de la même manière, on ne se positionne pas de la même manière, on n'est plus dans la position d'un sujet qui, avec une espèce de géométrie par rapport au support, au livre, on est en plein dedans toujours. Hein, et on peut scroller, avancer, reculer, mais on a le nez dedans. Hein, et ensuite, vous avez ces techniques très raffinées qu'on vous propose aujourd'hui, où non seulement vous avez le nez en plein dedans, mais à tout moment, vous pouvez justement changer, cliquer sur quelque chose, avoir la définition de ceci ou de cela quand vous êtes en train de lire, souligner, etc. Hein, donc, effectivement, quand on écoute cette description, j'étais en train de me demander, en vous écoutant, quelle était aujourd'hui, la place de la psychanalyse dans un tel contexte. Parce que la psychanalyse propose une sorte d'alvéole, enfin de suspension, hein, pour faire un processus répétitif pour qu'il s'y passe de l'inattendu, mais qui vient d'un maniement du temps complètement différent de ce flux qui s'empare de la culture. Et ça donne peut-être des valences nouvelles, enfin des valeurs nouvelles, des maniements nouveaux à inventer de la psychanalyse. J'ai l'impression, en vous écoutant, que la question se pose un peu de manière analogue à la façon dont elle se pose précisément au niveau de la pratique de la littérature, qu'on écrive ou qu'on lise. Il y a un mot que vous venez d'utiliser qui est central aussi dans ces débats, c'est l'inattendu. Hein. On peut se rendre compte à toutes sortes de niveaux que le numérique, précisément, nous limite de plus en plus dans les possibilités d'avoir affaire à de l'inattendu. Hein. Dans le domaine de la littérature, on peut très bien imaginer que d'ici quelques temps, on produise des romans, des fictions, en quelque sorte sur mesure par rapport aux attentes des lecteurs. C'est-à-dire non seulement ce qui est déjà le cas aujourd'hui, quand un écrivain, un auteur publie un roman, il a affaire à quantité de lecteurs qui vont lui dire « Non, là c'est trop long, non, ça les lecteurs n'aimeront pas, là il faut changer, etc. » Non seulement ces dispositifs-là tendent à être automatisés, mais on peut à la limite les individualiser. C'est-à-dire que vous aurez votre version personnelle de Proust avec peut-être encore un peu plus de sexe ou au contraire un peu moins. Hein. Et puis les logiciels, les algorithmes auront enregistré que vous n'aimez pas les descriptions, donc on vous en mettra un minimum et vous aurez votre recherche du temps perdu en 400 pages. Hein, avec rien d'inattendu.
C'est ça l'enjeu. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a là une sorte d'évolution parallèle où on peut se faire un peu de mauvais sang pour cette possibilité d'avoir affaire à de l'inconnu et de l'inattendu. Hein. On est calculé d'avance par le numérique, et comme le numérique ne sait rien faire d'autre que de calculer, il fait tout pour nous éviter de nous confronter avec de l'inattendu. Donc, ça ferait de la psychanalyse le dernier lieu de l'inattendu. Avec la littérature. Avec la littérature. Si elle existait encore. Peut-être la question, alors, pour rebondir sur la remarque de François Ansermet, que la psychanalyse est un des derniers lieux de l'inattendu, et la littérature, si elle existe encore. Mais en fait, comment faire face? C'est quand même, je trouve que cette discussion a soulevé quelques points un peu inquiétants, cette atrophie de la représentation, cette immédiateté, et disparition de l'inattendu. Alors, où trouver encore des lieux, des contextes, des modes qui permettent à tout ça de rester en vie? Et je pense que c'est très important aussi pour le fonctionnement de notre cerveau. Oui, parce qu'on est face à une question posée par Vincent Kaufmann de manière très claire, qui touche la littérature, la psychanalyse, on pourrait dire aussi la pratique scientifique aussi bien, qui peut être plus que réglée par la visibilité des impact facteurs, des publications dans des revues qui sont très standardisées par rapport aux produits qu'elles attendent et donc qu'elles façonnent. Exactement. Et au fond, c'est peut-être difficile que des grands inventeurs... comme il y a eu en physique ou ailleurs dans des domaines, puissent surgir et produire un inattendu absolu. Par exemple, ça m'évoque le fait que beaucoup de revues, la plupart, pas toutes, certaines, sont revenues en arrière, ont par exemple demande aux auteurs de mettre tout ce qui est méthode et données supplémentaires après, à la fin de l'article, en dehors même, comme vraiment un autre fichier. Et de simplement présenter l'essentiel. Alors, l'idée, c'était peut-être des questions de mise en page et de disponibilité de page, mais il y a aussi, je pense, autre chose, c'est qu'on doit aller rapidement au but, et alors que souvent, quand on lit, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais quand on lit en détail les méthodes dans un protocole scientifique, il y a beaucoup d'informations extrêmement utiles, parce que c'est quand même pas inintéressant de savoir comment les résultats ont été obtenus, et ça peut déterminer même la signification de ces résultats. Or, tout ça est plutôt mis de côté maintenant. Bon, si vous avez le temps, vous pouvez aller lire, mais l'important, c'est de lire ces 1500 mots. Ça touche aussi le champ de la science. On peut dire que simultanément, cette culture médiologique depuis les médias et le numérique, et cette immédiateté de la présentation plutôt que de la représentation est un phénomène généralisé dans la culture. C'est-à-dire qu'au niveau des sciences et des publications scientifiques, il y a clairement aussi une économie de la visibilité qui n'est pas tout à fait la même que celle des auteurs de romans qui doivent venir parler d'eux-mêmes. C'est une économie différente, mais parallèle, avec tous ces rankings, les impact factors et tout ça qui sont tout à fait déterminants. Et elle me semble également, pour le moins, extrêmement conformiste, c'est-à-dire organisée de façon à favoriser l'attendu plutôt que l'inattendu. Maintenant, sur la question de l'avenir, du que faire et de comment réagir à cette situation. Je crois qu'il faut éviter, d'un côté sans doute l'euphorie liée à de nouveaux médias, mais peut-être aussi éviter d'être trop pessimiste et d'entrer dans des discours apocalyptiques. Peut-être que le propre du nouveau et de l'inattendu, c'est que on ne peut simplement pas non plus le prévoir, mais on peut quand même constater après coup que de manière générale, les catastrophes annoncées lorsque surgissent de nouveaux médias ne se réalisent pas. On a déjà tenu, il y a 50 ans, des discours
totalement pessimiste sur la montée en puissance ou l'émergence de la télévision. Alors la télévision a eu clairement un certain nombre d'effets, mais est-ce que nous sommes vraiment devenus plus idiots qu'avant que nous regardions la télévision? C'est pas toujours évident ou sûr. Hein. Il y a d'ailleurs des discours déjà au XVIIe siècle au XVIIe siècle, alors que les livres étaient chers, qu'il y en avait encore tellement peu par rapport au nombre de livres qui sont produits aujourd'hui, où on disait que les livres, c'était le déclin, qu'il y en avait trop, et qu'il y avait trop de gens qui lisaient trop de choses, et que donc on allait vers une espèce de disparition de la civilisation. Hein, alors que les livres étaient encore hors de prix et qu'on ne pouvait pas se les payer, qu'on allait dans les bibliothèques pour les lire avec toute la déférence qui convient. Alors, par rapport à ce genre de discours, il faut peut-être être un petit peu prudent et oui, se dire que c'est dans la nature même des choses que ça va rebondir quelque part. Oui, c'est une position, parce qu'il y a du risque d'un conservatisme ou d'une sorte de nostalgie d'un temps perdu. Hein, c'est comme face aux biotechnologies, enfin, c'est toujours partagé entre les catastrophistes, biocatastrophistes et les technoprophètes. J'aime bien l'idée que la caractéristique de l'inattendu, c'est d'être inattendu. Donc, il n'est pas exclu qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Et le tout est de l'entendre ou de le voir. Ou de s'en saisir. Ouais. Donc après cet entretien, on est prêt. J'espère. À l'inattendu.